On se fait bombarder, là. Partout, les vidéos YouTube, les publications qui crient « Devenez millionnaire avec l'IA ». J'ai généré 100 000 $ en une semaine. C'est ça, on a l'impression, d'être sur le quai pendant que le train part sans nous. Ça crée une pression. C'est énorme. Ben oui. Puis le paradoxe, c'est que cette frénésie-là nous pousse à vouloir tout de suite. Alors que la technologie elle-même, elle nous invite pas mal à faire le contraire, à explorer, à prendre son temps. C'est exactement l'angle qu'on prend aujourd'hui. On laisse de côté la panique, les promesses de richesse rapide, et on explore une approche plus calme, plus méthodique pour bâtir des compétences qui vont durer. Bâtir la fondation avant de penser au gratte-ciel. Précisément. Pour notre discussion, on se base sur des extraits d'une présentation de Mordecai Matché-Zero. Il est chercheur principal pour Project Hamburg, un OBNL en IA éducation. C'est une source intéressante. Très. Notre mission, c'est de décortiquer sa philosophie, ses conseils pratiques pour les gens qui débutent ou qui se sentent un peu dépassés. L'objectif, c'est pas de trouver un raccourci, mais de tracer un chemin solide. Bon, décortiquons ça. Le concept au cœur de tout ça, il l'appelle ça le vibe coding. Le vibe coding. Qu'est-ce que ça mange en hiver du vibe coding? C'est une analogie qu'il utilise et qui est franchement géniale. Il compare ça à apprendre à jouer de la guitare, mais à l'oreille. Tu sais, t'as pas besoin de savoir lire une partition pour faire une bonne toune. Non, tu y vas au feeling. Exactement. Au vibe. Le vibe coding, c'est la même chose. C'est utiliser l'IA pour écrire du code, pour bâtir des trucs qui marchent, sans avoir une formation formelle en programmation. C'est une démocratisation au fond. Complètement. Et ça, c'est une tendance de fond. L'IA, elle abaisse les barrières à l'entrée dans plein de domaines. Par contre, la source apporte une nuance qui est capitale. Ah oui? Le musicien qui joue à l'oreille, il ne devient pas un virtuose par magie. Il développe ce que la source appelle une mémoire musculaire. Une mémoire musculaire. Oui, il pratique des heures, il fait des erreurs, il développe des réflexes. C'est pareil ici. Le vibe coding, c'est pas genre appuyer sur un bouton puis avoir un produit parfait. C'est un outil pour pratiquer, pour apprendre. Exactement. Pour échouer plus vite et donc apprendre plus vite. Et qu'est-ce qui rend ça possible maintenant? Parce qu'il y a quelques années, c'était pas une option. C'est le saut qualitatif des modèles d'IA. On est passé de simples outils de recherche d'informations. Qui trouvent un paragraphe dans un PDF, là? C'est ça. À des modèles qui pensent. Ils se comprennent le contexte, ils peuvent raisonner sur un problème. L'IA n'est plus juste une encyclopédie. C'est devenu un partenaire de sparring, un collaborateur. La source insiste beaucoup, par contre, que cette approche-là, elle s'adresse pas à tout le monde. Non, c'est pas pour les gens qui cherchent le coup de circuit rapide. Non. Le message, c'est vraiment, c'est correct de ralentir. C'est même mieux, c'est un marathon. La philosophie derrière ça, elle est vraiment puissante. Pourquoi ralentir? Parce que l'IA, elle ralentit pas. Elle évolue à une vitesse folle. Les compétences qui comptent aujourd'hui, c'est pas de mémoriser du code, c'est de développer de bonnes méthodes. Une bonne hygiène de projet? Voilà. Au début, la source le dit, ça va être frustrant. On va commencer des projets, on va les abandonner. Mais chaque échec, chaque projet mis de côté, ça bâtit cette fameuse mémoire musculaire. C'est un investissement. Et quand il parle de bonnes habitudes, c'est pas abstrait pantoute. Il donne des exemples très terre à terre. Le premier, c'est juste l'organisation. Ça sonne tellement banal. Mais c'est la base. Garder ses dossiers de projets propres, bien structurés. C'est ce qui évite de se ramasser avec ce qu'on appelle un spaghetti project. Ah oui, le plat de spaghetti où tu tires sur un fil puis tout le plat vient avec. C'est exactement ça. Tu peux plus rien changer sans tout briser. Une bonne structure, c'est ce qui permet à un projet de grandir. Le deuxième point, la méthodologie. Il parle de prendre le temps, par exemple, de créer des grilles d'évaluation pour juger ce que l'IA produit. Des rubrics, comme ils les appellent. Oui. Ou juste de s'arrêter pour penser à l'architecture du système avant de demander à l'IA de commencer à coder. Ça, c'est le passage de simple utilisateur à architecte. C'est un piège. On est tellement épaté par ce que l'IA génère qu'on oublie de se demander si le plan a de l'allure. C'est vrai. L'IA, elle va te construire une maison sans porte d'entrée si tu lui demandes. Notre job, c'est de rester l'architecte, de fournir le plan. Et la troisième habitude, peut-être la plus importante, le contrôle de version. Utiliser un outil comme GitHub. Essentiel. Il lance un avertissement qui m'a tellement parlé, le danger de, et je cite, coder au-delà d'un bon point d'arrêt. Ah, ça c'est l'expérience qui parle. Totalement. Ça me rappelle une nuit blanche à l'université. J'avais un code qui marchait parfaitement à minuit.
Et à 5 heures du matin, Il était complètement scrap, 5 heures à l'améliorer. La fonction annulée pouvait plus rien pour moi. J'ai appris la valeur d'un commit sur GitHub à la dure cette nuit-là. c'est une histoire classique, mais c'est exactement ça. Le contrôle de version, ça transforme l'échec. C'est plus une catastrophe, c'est une expérience. Tu peux juste revenir en arrière au moment où tout allait bien et analyser ce qui s'est passé. C'est ici que ça devient vraiment, vraiment intéressant parce qu'il nous donne une boîte à outils concrète. Le premier conseil pratique, c'est la journalisation, le logging. Une pratique que beaucoup de monde néglige, mais c'est une erreur qui coûte cher. Il explique qu'il sauvegarde tout. Les journaux d'activité, les sorties du terminal, les erreurs, tout. Mais son astuce, elle est brillante. Il crée un dossier qu'il appelle « Annexe » dans chaque projet. OK. Et dedans, il met pas juste les logs techniques, il met ses propres notes, ses pensées, ses hypothèses. Il documente son processus de réflexion. Voilà. Et l'avantage, il est double. Premièrement, ça devient la mémoire du projet. Deuxièmement, ça devient un outil pour parler à l'IA. Ah, oui, au lieu de tout réexpliquer le contexte à chaque fois. Exact. Tu lui dis juste « Consulte le dossier annexe, tout est là ». Ça raccourcit les instructions. Et c'est une bouée de sauvetage quand ça brise. Ce qui va arriver, Inévitablement, tu as un historique complet pour jouer au détective. c'est la boîte noire de l'avion. Sans ça, tu ne fais que spéculer. Avec ça, tu analyses et tu comprends. Le deuxième gros conseil, c'est l'approche modulaire. L'idée, c'est de se construire sa propre boîte à outils. Pensez en termes de briques réutilisables? Oui, au lieu de bâtir des solutions uniques, des monolithes. Il donne l'exemple d'un agent IA qui doit répondre à des courriels. Le réflexe de base, ce serait de coder une solution sur mesure qui part directement à l'API de Gmail, mettons. C'est ça. Ça marche pour ce projet-là, mais c'est un cul-de-sac. Lui, ce qu'il propose, c'est de créer un outil d'accès générique. Un petit module dont la seule job, c'est de se connecter à une boîte de réception et de lire les messages. Et une fois que cet outil est fait, Tu le mets dans ton coffre à outils personnel. Demain, tu as un autre projet qui a besoin de lire des courriels. Tu le sors de l'étagère. Tu réinventes pas la roue. là, on commence à voir la puissance de la capitalisation. Absolument. Il donne d'autres exemples. Un outil de transfert pour envoyer un fichier sur Dropbox. Puis, imagine un nouveau projet, transcrire de l'audio. Tu piges dans ta boîte, tu prends l'outil de transfert pour stocker les transcriptions, l'outil de courriel pour envoyer une notification. La seule nouvelle pièce à bâtir, c'est l'outil de transcription lui-même. En fait, ce qui dégrise, c'est un principe fondamental du génie logiciel, la modularité, la réutilisabilité. Appliqué à ce nouvel environnement, Exactement. Et ça change complètement la perspective. Chaque projet, c'est plus juste une fin en soi. Ça devient une occasion d'enrichir ta propre bibliothèque d'outils. Tu construis pas juste un projet, tu construis des actifs. C'est ça la différence. bon, rendu là, on a les bonnes habitudes, on a la bonne approche, mais il reste une question. Quel modèle d'IA on utilise? Le choix des armes. C'est ça. La source, comme au BNL, veut pas faire de promotion, mais elle partage quand même des observations très franches. Ce qui est super précieux parce que ça change tellement vite. Tellement. Alors, il va direct. Il commence par Claude, d'Anthropic. Il dit que c'est exceptionnel pour le codage complexe, les tâches vraiment, vraiment difficiles. Mais c'est cher. Son conseil, c'est de l'utiliser comme un scalpel, pas un marteau. Il faut, je cite, bien choisir ses batailles. C'est de la gestion de ressources pure et simple. Tu n'utilises pas une Ferrari pour aller au dépanneur. Le coût est lié à la puissance de calcul. Exact. Ensuite, il parle de Gemini de Google, mais spécifiquement sa version en ligne de commande, le CLI. L'écran noir. Moins joli, mais souvent plus puissant. Et selon la source, Gemini en CLI est incroyable pour une chose très précise. Interagir avec des services comme AWS ou Google Cloud. Ah, ça c'est intéressant. Apparemment, beaucoup de modèles ont de la misère avec les permissions, l'authentification. C'est une source de frustration majeure. Gemini en CLI serait très bon pour naviguer dans ces labyrinthes-là. C'est le genre de connaissance de terrain qui vaut de l'or. C'est de savoir quel tournevis utiliser pour quel vis. Pour le travail de tous les jours, le codage général, il mentionne que des modèles comme Codex ou les versions standards de Gemini font très bien la job. Et pour les plus petits budgets, il souligne l'existence de plateformes comme OpenRouter ou Hugging Face. Qui donne accès à plein de modèles gratuits ou à beaucoup. Exact, parfait pour de la réflexion, de l'écriture ou des systèmes d'agents plus simples. Ce qu'il faut retenir de tout ça,
c'est pas une liste des meilleurs modèles. Le message, c'est de développer une approche stratégique. C'est une compétence en soi. Oui, de comprendre que chaque modèle a sa personnalité, ses forces, ses faiblesses, ses coûts. La compétence, c'est de savoir orchestrer tout ça. D'ailleurs, il mentionne l'option Build de Google qui permet de générer une application, de la mettre sur GitHub, puis ensuite de la décomposer en outils. C'est la synthèse parfaite de tout ce qu'on vient de dire. Alors, si on résume, qu'est-ce que tout ça signifie? Le grand message, c'est de ne pas se laisser intimider par le bruit. Par la pression. Oui. L'important, surtout au début, c'est pas la vitesse, c'est la méthode. Se concentrer sur des pratiques solides, organisées. Il termine avec une analogie que j'adore. Il vaut mieux apprendre à bien construire une cabane à la fois que de vouloir tout de suite dessiner les plans d'un gratte-ciel. C'est une perspective incroyablement saine. Et ça m'amène à une réflexion. Le vrai potentiel de l'IA pour quelqu'un qui apprend, c'est pas juste dans ce que l'outil peut faire. C'est dans la manière dont l'outil nous force, si on l'utilise bien, à devenir de meilleurs penseurs, de meilleurs organisateurs. L'IA donne la puissance, mais c'est notre discipline, nos bonnes habitudes qui nous permettent de le canaliser pour construire quelque chose de solide. La technologie est le moteur, mais on reste le pilote. C'est exactement ça. C'est très bien dit. Et ça me laisse avec une dernière pensée, en fait. La source met tellement l'accent sur la construction d'une boîte à outils de code, des briques réutilisables. Ça soulève une question qui va au-delà du code, je trouve. Quelles sont les autres briques qu'on pourrait commencer à collectionner? Des briques de connaissances, des modèles mentaux, des processus qu'on pourrait organiser dès maintenant pour tous nos projets futurs, qu'ils soient liés à l'IA ou non.